dans le sujet. Donc, je suis à votre écoute. Hélène Pélissard. Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Alors, le débat que vous avez lancé ce matin est un débat essentiel pour l'avenir de notre pays et de notre planète. Je voudrais d'abord vous remercier de l'avoir lancé et vous dire comment ne pas être d'accord avec tout ce que vous venez de nous dire. Il est évident que nous devons changer nos pratiques. Le document cadre que vous nous proposez est une feuille de route ambitieuse, territoire à énergie positive en 2050, qui pourrait séduire dans un premier temps, mais qui doit être regardée avec une tête froide, avec un esprit pragmatique, parce qu'il engage notre région dans des politiques territoriales et économiques à long terme. Il ne faut pas oublier que tout ce que vous nous avez dit là va être intégré dans le STRADET, que le STRADET est un schéma prescriptif et que donc les obligations qui découleront du STRADET s'imposeront à nos forces économiques, à nos agriculteurs et à l'ensemble du territoire. Alors la pertinence d'un projet, Madame la Présidente, s'évalue à l'aune de plusieurs critères. Tout d'abord, le bilan. Ensuite, l'objectif affiché et enfin, la façon de parvenir à cet objectif, donc le degré d'engagement des partenaires sollicités. Alors tout d'abord, d'où vient-on? D'où vient-on et quel est le bilan? Alors je parlerai plus du bilan franc-comtois que du bilan bourguignon, pour une raison très simple, c'est que je le connais mieux, que nous sommes toutes les deux franc-comtoises et que nous avons déjà bien débattu sur ce sujet-là, puisque dans la précédente mandature, c'était déjà pour vous un point fort que d'avoir une transition écologique. Excusez-moi de vous interrompre. Je pense que l'intérêt là ce qui est lancé ce matin, c'est vraiment que chacun soit apporteur de propositions, d'idées. On n'est pas en train de faire le bilan de la Franche-Comté ou de la Bourgogne, mais je ne vous empêche pas d'amener les éléments que vous voulez. Donc, mais je serai, Madame la Présidente, je serai non seulement courte, mais courtoise. Donc, c'est pas le sujet. Nous avions un affichage en matière d'énergie renouvelable de 32%. 32% et la réalité, c'est 15%. 15% en partant d'un socle de 12% qui était déjà réalisé depuis 1970 par le lac de Vouglan et l'énergie hydroélectrique de Vouglan. Donc nous avons pris 3%. Nous avons pris 3% d'énergie renouvelable que nous avons su fabriquer en Franche-Comté alors qu'on avait un objectif de 32%. Nous sommes assez loin des objectifs que vous aviez fixés. Le seul apport que nous avons su mettre en œuvre en Franche-Comté, c'est l'apport du bois énergie. Solaire thermique, 11% de l'objectif réalisé. S'agissant de la consommation en énergie primaire, entre 2008 et 2014, nous avions attendu moins 7%, nous avons obtenu moins 2%. En Bourgogne, vous aviez privilégié ce que demandait le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire les 3 x 20, 20% d'énergie renouvelable en plus, moins 20% de gaz à effet de serre, moins 20% de consommation d'énergie primaire. Les résultats sont presque un peu meilleurs. La consommation énergétique biomasse a atteint 71% de la production attendue. Le solaire est à 3%, le photovoltaïque à 29% et l'hydroélectrique a bien marché. Vous avez probablement construit des centrales hydroélectriques puisque vous avez réussi 79% de ce que vous attendiez. Donc le bilan est loin d'être satisfaisant. Les objectifs n'ont pas été atteints dans la dernière mandature. Ils étaient affichés très haut et cependant on a avancé. Moi j'ai envie de regarder aujourd'hui comment et où avons-nous avancé pendant toutes ces années. Vous avez créé des outils, vous avez créé Philogie, vous avez créé le pôle énergie, vous avez créé toute une série d'outils autour de la biodiversité,
qui ont permis de petites avancées. Mais aujourd'hui, il faut rationaliser. Il faut rationaliser parce qu'on ne peut plus, comme on l'a fait lors de la précédente mandature, proposer et faire croire aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté qu'on va être un territoire exceptionnel. Nous ne l'avons pas été, nous ne le serons pas. Il faut juste revenir dans les clous. Il ne faut plus proposer 15 000 logements de rénovés par an quand on en rénove 3 200 en 6 ans. Donc, Madame la Présidente, ce que je vous propose, Madame la Présidente, c'est qu'ensemble, avec l'opposition, avec tout votre Conseil régional, vous ayez une politique globale et cohérente. Une politique globale, c'est-à-dire une politique qui ne va plus distinguer Bourgogne et Franche-Comté, comme je l'ai encore trop vu dans vos documents pour les années à venir. Une politique globale parce que nous avons un Stradet global. Vous avez commencé de le faire avec la politique EFILOGIE déclinée sur l'ensemble du territoire. Une politique globale avec la fusion des partenaires. Bourgogne, Bâtiments Durables et Pôle Énergie doivent être fusionnés et doivent avoir la même parole. La Maison de l'Environnement doit être fusionnée avec Alter. On va faire des économies, on va donner une vraie stratégie et surtout, on ne va plus répondre positivement à toutes les chapelles qui vous ont, allez, disons-le, qui vous ont empêché d'avancer, parce qu'il fallait répondre à toutes les demandes de vos amis. Alors, ayez une ambition, Madame la Présidente, de 20% d'énergie renouvelable d'ici 2030, et croyez-moi, vous n'aurez pas à rougir devant les Verts. Vous aurez fait votre travail. Ayons une politique moins ambitieuse, mais une politique réaliste. Une politique globale et ouverte sur l'ensemble des acteurs. Je pense par exemple à l'efficacité énergétique dans les bâtiments, où aujourd'hui la porte d'entrée des PRIS, et Frédéric Collat connaît bien ça, la porte d'entrée des PRIS est une porte étroite, c'est un goulot d'étranglement. Vous devez savoir parler avec l'ensemble des partenaires qui aujourd'hui travaillent sur la massification dans la transition énergétique et dans les bâtiments. La transition énergétique, ça n'est pas que l'affaire de quelques accrédités, de quelques appels d'offres que vous aurez lancés vers des entreprises qui auront apporté leur contribution à Pôle Énergie ou à Alter. C'est l'ensemble des entreprises bourguignonnes, franc-comtoises qui doivent pouvoir accéder à l'ensemble de votre programme. Cohérente, Madame la Présidente, avec les ressources et les capacités des territoires. Là où il n'y a pas de vent, il ne doit pas y avoir d'éoliennes. C'est simple. C'est simple. Cohérente avec les attentes des habitants. Cohérente, Madame la Présidente, avec les attentes des habitants. Oui à une gestion économe des territoires, mais non au blocage par les PLUI de petits lotissements dans des petites communes. Les petites communes ont besoin de vivre, les petites communes ont besoin de pouvoir avancer. Nous ne pouvons pas geler par des PLUI restrictifs l'évolution de nos petites communes. Notre territoire est un territoire rural dont la population baisse et vieillit. Nous devons être attractifs. Pour être attractifs, il faut non seulement faire de l'écologie, mais il faut faire de l'écologie pour des gens présents sur le territoire. S'il n'y a plus personne, il n'y a pas besoin de faire de l'écologie. Cohérente avec nos modèles agricoles, Madame la Présidente. Dans notre région, l'agriculture... Dans notre région, Madame la Présidente, l'agriculture est une puissance économique forte. Les circuits courts, les agriculteurs bio sont nécessaires, mais ce qui compte, c'est d'avoir une agriculture raisonnable et raisonnée que nous aiderons non à uniquement aider les modèles les plus restrictifs, oui à une politique qui engage l'ensemble des participants de notre territoire. Cohérente avec l'attitude avec les besoins et les attentes de nos chefs d'entreprise qui peuvent avoir besoin d'aires de stockage à proximité de leur entreprise. Là encore, être compréhensif dans les PLUI, cohérent avec les ressources de nos habitants.
Rénover en BBC, Madame la Présidente, c'est 35 000 € pour un appartement ou pour un pavillon. Aujourd'hui, les habitants qui peuvent avoir les aides de l'ANA n'ont pas obligatoirement 35 000 € à mettre dans la rénovation de leur bâtiment. Nous ne pouvons pas leur demander d'aller aussi loin. S'ils font 30% d'économie d'énergie sur leur bâtiment, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont vivre mieux dans un meilleur confort. Alors la norme BBC, quand elle n'est pas obligatoire, je vous en supplie, ne l'obligez pas. Vous aviez accepté, et je vous l'avais demandé à corps et à cri, le BBC par étapes. Il faut le conserver parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Ce sont les petits pas, et je l'ai entendu dans votre film, ce sont les petits pas qui font les grandes avancées. Donc, acceptez d'être modeste dans ce que vous affichez. Une politique de transition énergétique, et j'en aurai fini avec ça, réussie, c'est une politique qui donne envie de venir s'installer en Bourgogne-Franche-Comté. Parce qu'aujourd'hui, notre problème numéro 1, c'est d'attirer la population. C'est une politique où les entreprises ont envie d'entreprendre sans frein excessif. C'est une politique où les ménages ont envie d'investir sans contraintes excessives. Et je terminerai avec une petite histoire parce qu'elle était hier au sein du conseil départemental. Je vous parlais de Vouglan. Vouglan qui est une retenue d'eau qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Le Stradet nous interdirait de réussir Vouglan. Vouglan, c'est 12% de notre énergie hydroélectrique en Bourgogne-Franche-Comté. Hier, nous avions un dossier, un rapport public, donc, puisque c'était une séance publique, au conseil départemental du Jura. L'EDF veut booster la production d'électricité hydraulique à Vouglan. Et pour ça, eh bien, il faut baisser le marnage de Vouglan. C'est-à-dire qu'il faut faire baisser le lac de 7 mètres. Si on fait baisser le lac de 7 mètres, ici, à cette tribune, vous nous direz, Madame la Présidente, nous avons réussi notre pari énergétique, nous créons de l'énergie hydraulique en masse à Vouglan. Quels seront sur le territoire les dégâts écologiques que créeront la baisse de 7 mètres du marnage de Vouglan? C'est considérable. Plus d'activités sportives et de loisirs à Vouglan. Il n'y a plus de ports. Les ports que nous avons créés pour les bateaux sont à sec. Il n'y a plus de plage. On a un désastre écologique si on crée de l'énergie hydroélectrique supplémentaire à Vouglan. Alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut de la mesure, il faut de l'intelligence, il faut de la réflexion, il faut une ambition modérée qu'on partage avec l'ensemble de nos populations. Voilà, Madame la Présidente, nous serons constructifs, mais nous vous demandons vraiment du fond du corps dans notre groupe, nous vous demandons de ne pas afficher des choses impossibles qui donnent, je dirais, du pouvoir aux ultras et qui ne permettent pas aux gens raisonnables d'aller sur un chemin nécessaire pour notre planète et pour notre pays. Je vous remercie. Alors, Monsieur Odoul. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Je serai moins long que notre collègue dont l'intervention était relativement complète. Juste pour vous dire que c'est un débat qui, je pense, nous intéresse tous. Au regard de votre petit film de propagande, c'est vrai qu'on a envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, c'est beau, c'est frais. J'ai envie de penser nature, j'ai envie de penser printemps. Très sincèrement, il y a de belles ambitions. Mais quand on voit la réalité, quand on voit les réalités de nos territoires, on constate quand même un décalage, pour ne pas dire un gouffre. Alors déjà, je vais revenir sur une obsession qui est la vôtre, c'est quand même votre tropisme germanique. Vous faites de l'Allemagne toujours le modèle ultime. Je tiens à rappeler que l'Allemagne n'est ni un modèle économique, je rappellerai quand même le modèle économique, c'est-à-dire des salaires de 80 centimes de l'heure, et ni un modèle écologique, puisque, ne vous en déplaise, et contrairement à ce que vous avez pu annoncer et puis dire à nos collègues de Rhénanie-Palatinat,
l'Allemagne a quand même réouvert les centrales à charbon. Si nous avons eu des nuages de particules, c'est en grande partie grâce à nos voisins allemands. Donc je pense que ce n'est pas du tout un modèle à suivre pour améliorer notre qualité de vie et l'environnement dans notre région. Ensuite, sur les éoliennes. Sur les éoliennes, comme le disait notre collègue Pélissard, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éoliennes. Et c'est prouvé, c'est démontré par de nombreuses études, par des associations qui effectuent sur le terrain un travail remarquable contre les promoteurs. Je rappellerai d'ailleurs que les promoteurs ne sont pas français, que ça ne crée pas d'emplois en France, que c'est uniquement de l'idéologie qui enrichit certains élus et des promoteurs. Voilà. Et c'est une idéologie qui ne rapporte rien en termes d'environnement, en termes de qualité de vie à nos compatriotes. Il faut le dire à un moment donné, il faut que ce soit sur la table et il faut arrêter. Voilà. Il n'y a pas de vent en Bourgogne-Franche-Comté, donc il faut arrêter tous ces projets. Et Madame Collat, qui veut faire de Lyon le premier département éolien de France et instaurer et généraliser cette pollution visuelle, je vous le dis, c'est inadmissible. C'est inadmissible et je n'ai pas rencontré un seul habitant de Lyon qui m'a dit « Qu'est-ce que c'est beau les champs d'éoliennes !» Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, je ne sais pas combien a coûté ce petit film. J'espère que les figurants... 0 centime. Très bien. J'espère que les figurants et les acteurs n'ont pas... 0 centime, monsieur Odoul. Très bien, très bien. On Nous l'avons fait en interne avec nos moyens. J'espère que les figurants et les acteurs n'ont pas été... Vous pouvez me les... Le Charlot vous remercie, chers collègues. Voilà, ce qui démontre très sincèrement votre mépris et votre sectarisme. Alors, je vais terminer, s'il vous plaît. Monsieur Odoul. Je vais terminer. Laissez parler Monsieur Odoul. L'essentiel de ce débat, et je pense que ce qui devrait nous occuper, au lieu d'instaurer le durable et le vivre ensemble, par la contrainte, c'est déjà de rendre durable la vie dans nos territoires. Et je prendrai pour exemple, et je pense que nombreux de nos collègues pourront en prendre dans leur région, dans leur département, des villages, notamment dans le Pays d'Hôte, où dans le nord de Lyon, vous voyez énormément de bornes de recharge fleurir. Dans des tout petits villages, vous voyez une borne électrique qui pousse, alors que vous n'avez ni réseau téléphonique, vous n'avez ni Internet, vous n'avez plus de commerce, vous n'avez plus de services publics. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie complètement déconnectée, décalée? Voilà. L'essentiel, c'est de permettre à nos compatriotes de pouvoir vivre de manière durable dans nos campagnes et pas d'instaurer cette petite touche verte pour les bobos qui n'apporte rien. Donc, de grâce, revenez un petit peu à des considérations réelles et à des ambitions concrètes. Merci à vous. Sophie Fauquerny, Monsieur Saunier. D'abord Sophie. Moi, je n'interviendrai pas sur les éoliennes, mais sur la méthanisation. Parce qu'on a parlé du SRCAE. S'il y a une énergie renouvelable qui est au-delà des espérances et même des objectifs du SRCAE, qui sera au-dessus des objectifs, c'est bien la méthanisation. Pourquoi? Parce que je pense que quand on a créé les SRCAE, en Bourgogne, en Franche-Comté, la méthanisation était encore timide dans les campagnes. Et aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, elle a explosé. Il y a quasiment un projet ou 2 par canton. Bon, c'est grâce aussi à un soutien depuis 2007 de la région et d'ADEME, en partenariat avec les chambres d'agriculture qui accompagnent les projets. Et donc après ce démarrage difficile, on en est aujourd'hui quand même à 40 installations qui fonctionnent et puis une quinzaine qui sont dans les tuyaux en projet, en réalisation. Donc ça bouge énormément. Et je crois que c'est un gros avantage, non seulement pour les exploitations, parce que c'est une source d'engrais tout à fait valable si elle est bien utilisée, et puis également de produits supplémentaires par l'énergie. Et à l'heure de la crise agricole, c'est quand même pas négligeable. Mais c'est aussi un double avantage pour la planète, parce que non seulement on va vers de l'énergie renouvelable, mais en plus on utilise le méthane qui, comme chacun le sait, le méthane est un gaz à effet de serre. Donc utilisé, il ne va pas se remettre dans l'atmosphère, dans l'air. Et puis enfin, c'est une forme d'énergie qui est à la fois sous forme électrique, qui peut être électrique, qui peut être sous forme de gaz, sous forme de chaleur. Et puis enfin pour les collectivités, et ça il faut qu'on creuse ça davantage, c'est un formidable moyen de recyclage des déchets. Et là,
peuvent naître un certain nombre de projets collectifs. Pour l'instant, les projets sont surtout basés sur les exploitations, mais avec des achats à l'extérieur. Mais pourquoi pas aux abords des agglomérations et des villes, des projets collectifs qui associent public-privé pour mettre à la fois des déchets d'exploitation agricole, mais des déchets de ville. Ça commence à émerger, certains projets. Nous suivons actuellement attentivement le projet de la Barotte, du lycée de la Barotte, qui en plus associe un lycée. Là-dedans aussi, on peut retrouver éventuellement du participatif, pourquoi pas, comme pour les éoliennes. Enfin, il y a des choses tout à fait intéressantes qui utilisent à la fois notre biomasse, mais en même temps rentrent dans le recyclage des déchets. Et donc, cette méthanisation, on peut dire, ce sont des vraies usines à gaz, mais pour une fois, je crois qu'on va casser cette expression, des usines à gaz extrêmement efficaces et utiles pour la transition énergétique. Monsieur Saunier, Arrigui, Monsieur Grappin, Madame Coin. Oui, Madame la Présidente, d'abord je voudrais remercier Frédéric et Hélène pour leurs exposés réciproques et qui sont tous les deux très intéressants dans la mesure où ils abordent un sujet qui est fondamental pour nous et pour l'avenir, c'est la transition énergétique. On en est tous convaincus, il faut être raisonnable, il faut savoir que c'est important. En Puisay-Forterre, nous avons adhéré au projet TEPOS et nous avons une politique volontariste. Et dans le film, il était mentionné à un moment donné que les élus devaient être porteurs de cette volonté politique de la transition énergétique. Nous l'avons et nous continuerons à l'avoir. Je dois dire simplement que l'expérience prouve que, notamment dans le cadre des opérations de projets d'intérêt général, les PIG, avec l'ADEME, la région, nous avons des programmes ambitieux de rénovation d'habitats dits insalubres, aussi bien pour les bailleurs sociaux que pour les locataires, c'est pour les bailleurs privés également une question importante. Et nous avons vu, nous, dans notre expérience, le lancement de cette opération, nous avons délibéré il y a un mois pour rajouter encore des fonds nécessaires à cette réhabilitation de logements insalubres parce que la demande est très forte. Et je pense que ça passera déjà, la transition énergétique, par la rénovation des bâtiments insalubres et permettre aux occupants de faire des économies d'énergie et donc des économies financières. Je pense qu'on a aussi vilipendé l'éolien. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont anti-éoliens. Je dis simplement qu'il faut peut-être être raisonnable dans les zones dans lesquelles on les met au lieu de les disperser. Essayer de les grouper le plus possible. C'est ce que nous faisons en Forterre, puisque déjà il y a un champ éolien. Nous agrandissons ce champ éolien de manière à ce que ce territoire puisse être pourvu de l'énergie renouvelable. Et je pense que c'est un des moyens de permettre à notre territoire et nos territoires de rentrer dans les clous, je dirais, de la politique européenne. Je pense aussi, comme le disait Hélène Pélissard tout à l'heure, qu'il faut être très pragmatique. C'est, au fond, à chaque territoire et à chaque portion de territoire qu'on doit imaginer le meilleur projet adapté à notre situation. La méthanisation dont tu parlais tout à l'heure, on a des agriculteurs qui souhaitent rentrer dans cette méthanisation, dans ces projets. J'en ai sur ma commune. Eh bien, je pense qu'il faut les aider, il faut en tout cas les accompagner par l'ingénierie et par, bien sûr, le financement. Tout ceci pour dire simplement, je rejoins encore une fois le propos d'Hélène Pélissard, il ne faut pas rester dans des schémas rigides, mais par contre, accompagner tous les projets et les filières, la filière bois, la filière proximité bien évidemment, etc. Tout ça, c'est très important et je dirais que, en tout cas, en ce qui concerne mon territoire, la Puisay-Forterre, j'accompagnerai, je serai toujours aux côtés des porteurs de projets, avec la région bien évidemment, qui nous soutient
très largement. Nous allons adhérer au système Citergy, rentrer dans ce projet-là, qui est aussi un projet très intéressant. Voilà ce que je voulais dire, c'était l'expérience et en même temps la vision qu'on peut avoir raisonnable d'une transition énergétique indispensable pour nos territoires et indispensable pour la planète. Merci. Donc j'ai noté, vous êtes très nombreux, c'est normal, c'est le principe du débat. Donc vous aurez tous la parole. Éric Houlet. Oui, Madame la Présidente, moi je voulais revenir sur le lien entre transition énergétique et territoire, déjà fait par Frédéric Collat, déjà fait par plusieurs d'entre vous, et dire qu'il ne peut pas y avoir d'ambition en matière de transition énergétique sans mobilisation parallèle des territoires, en partant du constat que la transition énergétique ne doit être, je pense qu'on est quand même tous d'accord sur ces bancs, un gadget ou une mode. C'est une priorité partagée, je le pense largement, dans cette Assemblée. Elle est aussi affirmée dans notre plan de mandat, puisque nous souhaitons faire de notre région une région à énergie positive à l'horizon 2050, si j'en reprends un des termes. Mais si notre collectivité, si la collectivité est initiatrice et donne fortement l'impulsion, elle ne peut réussir à atteindre cet objectif seule. Elle a besoin d'une société engagée et de la mobilisation, j'y insiste, de tous les territoires pour y parvenir. Et donc devenir à terme, je parle de l'échelle régionale, un territoire à énergie positive, c'est-à-dire un territoire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme et qui réduit les consommations, cela se prépare, s'invente, s'anticipe, s'expérimente et nous avons encore une fois pour ce faire besoin de tous les territoires. C'est la raison pour laquelle, et bien sûr, le processus il a démarré, je le redis, avant le renouvellement de cette Assemblée. La région a lancé des appels à projets, TEPOS, en complémentarité avec l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte que vous connaissez, qui est un appel à projet national. Donc moi je voudrais souligner le fait qu'au 1er janvier 2017, 28 territoires étaient engagés dans des démarches de transition énergétique. Cela recouvre 21 pays, 6 agglomérations, 2 PNR, 2 parcs naturels régionaux, et donc cela représente 77% de la population régionale, ce n'est pas rien, et 60% du territoire. Au-delà de toutes ces démarches locales qui montrent l'engagement des territoires par rapport à cette ambition, la région accompagne aussi les territoires en transversalité sur leur politique publique en matière d'habitat, de mobilité et d'ingénierie. Alors d'abord par le biais d'appels à projets aménagement durable, ça c'est un volet des politiques territoriales dont nous reparlerons cet après-midi, par le biais du financement de l'ingénierie territoriale et de l'animation des réseaux, c'est important également, et avec la conditionnalité des aides au bâtiment dans les politiques territoriales et pour une cohérence des politiques régionales. Et moi, je tiens à souligner le fait que je travaille en parfaite harmonie, en parfaite entente avec ma collègue Frédéric Collat, puisque dans nos politiques respectives, nous avons exactement les mêmes objectifs, les mêmes référentiels, Effilogie, Effinergie, ça fait partie bien sûr de la politique de l'efficacité énergétique, mais ce sont aussi des objectifs que nous devons atteindre dans les politiques territoriales. Donc nous travaillons en parfaite harmonie. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de transition énergétique sans acteurs et sans territoire engagés, je voulais le redire. Monsieur Grappin. Oui, Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Non, juste quelques points de réflexion. L'implication des territoires, elle est obligatoire. Et il est vrai que la région doit faire à la fois des EPCI, des communes, des syndicats, des pays, les partenaires principaux de son action en matière de transition énergétique. Mais pour ça, à mon sens, il y a deux manières d'aborder les choses.
Soit la région dit on va faire, soit la région dit on va vous donner les moyens de faire. Et moi, bien évidemment, je privilégie cette deuxième phase. On va vous donner les moyens de faire, et là, tous les territoires seront prêts à s'impliquer. Mais donner les moyens de faire, ça veut dire ensemble partager et se mettre d'accord sur des objectifs. Et là, je rejoindrai complètement Hélène Pélissard. Un objectif, la première manière de l'identifier, c'est qu'il doit être atteignable. S'il n'est pas atteignable, ça n'est pas un objectif. Et bien évidemment, derrière, une fois qu'on a partagé ensemble l'objectif et que l'on s'est mis d'accord sur ce que l'on doit atteindre ensemble, il faut définir les moyens qui permettront d'atteindre cet objectif. Les moyens, ils sont financiers, ils sont humains et ils sont matériels. Humain, c'est toute la partie d'ingénierie. Et je crois que la région doit nous aider, territoire par territoire, à nous fixer ces objectifs atteignables, nous proposer un cadre de l'action et ensuite nous permettre l'action. Et là, je crois que ce qui a déjà été décliné dans d'autres collectivités, ce qu'on appelle les contrats d'objectifs et de moyens, devrait nous permettre, dans un cadre pluriannuel, d'atteindre ces actions-là. Et la notion de contrat, où il y a un engagement réciproque, la région qui vérifie donc ces moyens, qui donne ces moyens, qui vérifie les objectifs, nous avons des étapes intermédiaires où on cadre, parce qu'au départ, on peut très bien être dans l'erreur au niveau d'un objectif, et puis ensuite l'ajuster et le cadrer. Donc moi, c'est un point qui me paraît vraiment très important, et je crois que dans ce contexte-là, on sera en capacité de réussir, et vous aurez à vos côtés, avec vous, l'ensemble des territoires qui sont bien conscients que c'est une nécessité. Un deuxième petit point qui me paraît important, et là, je vais reprendre un peu une casquette, mais Eric interviendra peut-être sur ce sujet-là, en tant que vice-président d'un syndicat d'énergie sur notre territoire. Vous savez que les syndicats d'énergie sont très impliqués, et on travaille avec Madame la vice-présidente sur bien des sujets, notamment au niveau des énergies renouvelables. Mais moi, je voulais qu'on parle un petit peu des bornes de recharge électrique. Vous savez qu'il y a un plan important de déploiement de ces bornes de recharge électrique. Il y a en ce moment des petits points un peu de friction sur ce sujet. Et il nous paraîtrait quand même assez intéressant, en tous les cas, que ces points de friction puissent être, je dirais, supprimés assez rapidement. Je rappellerai quand même à tout le monde que sur le déploiement des bornes de recharge, aujourd'hui, l'argent qui est investi sur ce déploiement, c'est l'argent de l'ADEME, c'est normalement des crédits FEDER, c'est l'argent des syndicats d'énergie, et puis pour certaines bornes, c'est l'argent des communes. C'est-à-dire que la région, sur ses fonds propres, ne nous accompagne pas sur le plan régional de déploiement des bornes de recharge. Donc c'est ainsi, nous l'avons accepté en tant que syndicat pour ce déploiement, mais aujourd'hui le point d'achoppement réside sur la problématique de Mobigo, je crois qu'il faut clairement le dire. Aujourd'hui, si on veut que les bornes fonctionnent, il faut qu'on puisse payer, c'est-à-dire que l'utilisateur, il sorte la carte bancaire et puis que ça marche tout de suite, alors que Mobigo n'est pas prêt à accepter ça aujourd'hui. Que demain, quand Mobigo sera opérationnel sur les bornes, les syndicats s'engagent à modifier les logiciels ou autres pour que tout soit interopérable, très bien, mais pour ce qui se déploie aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité que l'utilisateur mette sa carte bancaire et puisse recharger. Donc là, il faut qu'on soit très vite en concertation pour régler cette problématique si on veut que les plans de déploiement puissent se faire dans de bonnes conditions. Je rappellerai que pour les syndicats, en tous les cas le syndicat d'énergie de la Côte d'Or, c'est un investissement de 400 000 € sur ses fonds propres pour ce déploiement, donc c'est-à-dire quelque part, et vous savez que les financements des syndicats, essentiellement, c'est la taxe sur l'électricité, c'est-à-dire l'argent de l'ensemble des consommateurs d'électricité sur un territoire. Voilà, Madame la Présidente, les quelques remarques que je souhaitais faire, mais sur le déploiement des bornes, Eric est largement en avance
et il en parlera, je pense. Merci. Éric, c'est Éric Gentil. Bien. Monsieur Lombard. Oui, eh bien, en passant après pas mal de gens compétents qui ont dit des choses très intéressantes, je vais quitter un petit peu ce que j'avais prévu de dire. Il y a un secteur que je connais bien, un petit peu mieux que certaines personnes, puisque j'ai travaillé sur des bases nucléaires. Et je pense que ce que fixe la transition énergétique de la croissance verte, la LTCV, 50% de réduction, est un but qui est certes atteignable, mais qui va nous mener à un gâchis effroyable. Parce qu'au niveau nucléaire, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens, mais il faut savoir que les catastrophes qui sont arrivées la première est une erreur humaine. La deuxième est une coordination d'un tsunami, d'un tremblement de terre avec un tsunami qui en fait sont liés. Il y a eu effectivement un truc médiatique énorme là-dessus. Il y a eu effectivement des dégâts corporels, des dégâts effectivement. Mais je pense que nous avons la chance dans le monde d'être le pays le plus compétent dans ce domaine. Et en se penchant très sérieusement sur les problèmes et en le faisant surveiller par vos amis écologistes, qui seront assez nerveux là-dessus, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut notamment produire donc de l'hydrogène avec ces centrales atomiques qui font qu'on peut diminuer le gâchis qui est prévu de toute façon. Autrement, tout ce qui est technique solaire, effectivement, les techniques françaises ont fait pas mal de bons en avant, mais ça nous est un peu pris par les Chinois qui commencent à les vendre moins cher, avec le problème qu'on a eu sur les cellules photovoltaïques dont je fais partie. Le programme qui avait été lancé et qui en fait a fait un flop puisque tous les panneaux étaient soit allemands soit chinois et ça n'a fait qu'augmenter le prix de l'électricité. Donc je pense qu'une étude plus poussée dans beaucoup de domaines nous amènerait à des économies et à une transition énergétique meilleure. Voilà, je vous remercie. Bien. Oui, juste une intervention assez courte. Madame la vice-présidente, dans le volet habitat, vous avez parlé de l'ingénierie. Vous pensez bien que ça ne m'a pas échappé. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que lors de la création, je le dis officiellement, mais je vous en ai parlé en aparté tout à l'heure, dans la création des plateformes, on a dimensionné cette ingénierie en s'appuyant sur les territoires TEPOS qui étaient dans le périmètre du pays, puisqu'en général, c'est à l'échelle d'un pays que ça s'est porté. Deux observations. La première chose, c'est que ces EPCI TEPOS ont changé de périmètre avec la fusion des communautés de communes. Premièrement. Deuxièmement, si on veut être ambitieux, et puis c'est l'objet aussi de l'avoir fait porter à l'échelle du pays, c'est de donner une dynamique aux territoires qui n'étaient pas dans cette démarche-là au départ, mais qui sont pour autant compris dans le périmètre du pays. Donc je pense que vraiment, si on veut se donner des outils pertinents, il faut qu'on revoie ces ETP. Un ETP sur, par exemple, un territoire comme le mien, c'est, nous le savons, très insuffisant, parce que l'objectif, c'est qu'on monte en puissance. Je parle bien de l'ingénierie, Madame la Présidente, oui, oui, parce qu'on a créé des dynamiques de l'information et ça va monter en puissance. D'ailleurs, on le sent. On le sent en termes d'accompagnement parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de dispositifs et quand on est sur de la rénovation de l'habitat, il faut quand même accompagner le porteur de projet. La deuxième chose que je voulais, vous avez évoqué la méthanisation, Madame la Vice-présidente de l'Agriculture. C'est un sujet que je connais bien pour en avoir quelques-unes sur mon territoire. Je tiens quand même à vous alerter sur le problème de l'alimentation en matière. Premièrement, il faut de la quantité, de la régularité et de la diversité de matières premières. Et donc, la méthanisation est un projet coûteux, certes, et pertinent, certes. Pour autant, il faut faire attention à la répartition des installations sur le territoire, parce qu'on a un problème d'approvisionnement. Et autre chose, dans cette opportunité-là, il faudra aussi accompagner des porteurs de projets, parce que moi je vois, nous savons très bien que nous n'avons plus le droit maintenant de brûler les sarments de vignes dans les vignes, les sarments dans les vignes, excusez-moi. Et là, on a peut-être une opportunité de les récupérer pour justement apporter de la diversité en matières premières dans les usines de méthanisation. Donc, je pense qu'il y a certainement des accompagnements à avoir
Et pour tout vous dire, je pense qu'en plus, on pourrait même faire de l'insertion sur ces types d'économie circulaire, si vous me permettez le terme. Voilà, c'était ma contribution. Valorem. Vitis Valorem. C'est une entreprise qui est en train de se construire sur la récupération des sarments de vignes. Ah, voilà. Économie circulaire, Pierre Grosset. Oui, Madame la Présidente, je voulais intervenir pour compléter par rapport à tout ce qui avait été dit au niveau notamment de l'habitat. Simplement toujours dire que, comme pour pas mal de choses, la meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, je voulais dire aussi que par là, nous sommes en train de mettre en place, et ça s'inscrit complètement dans le plan, avec le SP2E, notamment une politique qui va permettre la rénovation d'un certain nombre de bâtiments. Et je crois qu'il faut à la fois savoir être réaliste, mais aussi à savoir être ambitieux. Rappelez aussi que toute cette rénovation qui va passer par un certain nombre de travaux va engendrer, on n'en a pas beaucoup parlé, un certain nombre de créations d'emplois, notamment dans le bâtiment, de l'ordre de 13 000 par an. C'est avec l'ambition que l'on peut avoir sur 10 ans. Ça va développer un chiffre d'affaires important qui va donc permettre la création d'entreprises et de bâtiments, leur donner du travail. Et puis aussi, à côté, ce qu'on est en train de mettre en place avec le pôle énergie, c'est aussi la formation de tous ces artisans à pouvoir répondre aux normes. Parce que je pense, comme un certain nombre, que le BBC doit être atteint. L'idée, c'est quand même de se dire qu'on ne peut pas faire les choses simplement par étapes, il faut aller jusqu'au bout si on veut vraiment lutter contre la précarité énergétique. Seulement, comme ça a été dit, il va falloir accompagner cette rénovation. Accompagner, c'est trouver des acteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas la région qui fera tout seul, c'est la région avec les territoires. Avec les territoires, Madame Cohen vient de le dire, il y a les ambassadeurs, il y a les espaces énergie, il y a un certain nombre de partenaires, mais ça sera porté par les collectivités locales que la région va servir avant tout pour accompagner. Et ça me paraît un point important, l'accompagnement dans cette transition énergétique. La chose aussi qui me paraît importante à signaler, c'est que cette rénovation, elle doit être exemplaire. Elle doit être exemplaire par aussi la recherche de matériaux biosourcés. On a des ressources, on parlait de ressources, pourquoi aller chercher les ressources ailleurs quand, localement, au niveau de la région, on a un certain nombre d'entreprises qui investissent pour créer des matériaux biosourcés, donc là aussi une économie d'échelle, parce que tout simplement on ne va pas faire importer des matériaux qui viennent de ci et de là. La rénovation aussi, c'est l'accompagnement financier. Et on entend bien que ça coûte de l'argent, mais là aussi, le rôle de la région dans la transition énergétique, de savoir comment on va accompagner à la fois les ménages, mais aussi, pourquoi pas, les collectivités dans cette transition. Pour les accompagner, c'est peut-être la mise en place d'un tiers-financement, peut-être la mise en place de garanties financières qui permettent effectivement aux particuliers d'investir et de pouvoir faire un prêt au niveau d'une banque. Peut-être accompagner, comme certains départements qui sont déjà en avance, comme la Nièvre, sur ce fonds de tiers-financement. Tout simplement pour dire que, effectivement, le BBC, c'est réalisable, ça coûte de l'argent, mais on peut aussi accompagner pour l'atteindre tout de suite en partant du principe que l'économie que l'on fait, eh bien, elle doit être immédiate. C'est-à-dire que si, effectivement, on rénove et puis qu'on ne voit pas les économies faites sur un territoire, dans une maison, eh bien, c'est par étapes. Le dernier point que je voulais simplement rajouter, c'était aussi sur la proximité. J'ai entendu Madame Pélissard qui parlait de terrains agricoles, effectivement, et effectivement sur des communes, sur un certain nombre d'endroits, on a décidé de remettre des terrains en terre agricole qui étaient autrefois prévus en économie, mais pour développer les circuits courts. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les collectivités, et là aussi je pense qu'au niveau des territoires,
on pourra être ambitieux pour aider certaines collectivités locales qui ont envie aujourd'hui de promouvoir l'agriculture et promouvoir les circuits courts en les permettant la transformation de terrains qui autrefois étaient normalement prévus ou pour de l'habitat ou pour du développement économique. Voilà ce que je voulais dire, simplement que sur l'habitat et le SP2E, rappeler que la région va accompagner, il faut avoir de l'ambition, et que la région ne pourra pas faire seule si les territoires n'accompagnent pas. Et donc, j'ai entendu un certain nombre de territoires qui sont prêts à s'engager, et je pense que le rôle de la région, ça sera bien d'accompagner, pas simplement de subventionner quelque part, mais d'accompagner et surtout en ingénierie. Merci de Stéphane Guiguet, Stéphane Wojnarowski. Donc Stéphane Guiguet. Merci Madame la Présidente. D'abord vous remercier de mettre la transition énergétique au cœur de votre mandat. Je regrette un peu les propos un peu caricaturaux de Madame Pélissard. Je crois que, comme vient de le dire Pierre Grosset, par moments un peu caricaturaux, je crois qu'effectivement il faut de l'ambition. Gardez votre ambition. Et ce que nous a présenté Frédéric Collat, ce n'est pas de l'utopie, c'est ce que nous mettons en œuvre concrètement. Et moi, je voudrais l'illustrer par quelques exemples simples à travers ma compétence, donc les lycées, et dire combien la transversalité qu'a mis en évidence Frédéric Collat est une évidence pour nous. D'abord le patrimoine, la démarche éco-lycée et ensuite le gaspillage alimentaire. La région, en termes de patrimoine, possède un immense patrimoine bâti qui a été identifié comme un enjeu prioritaire dans les deux plans climat-énergie des deux anciennes régions. Les démarches qui ont été engagées au sein de la région sont claires. C'est la sobriété, c'est l'efficacité et c'est les énergies renouvelables. C'est pour ça que nous avons choisi de faire un PPI, un plan pluriannuel d'investissement commun dès le début du mandat. Et c'est ce qu'il a été dit tout à l'heure, il faut une démarche cohérente sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons donc une cohérence territoriale et à chaque fois que nous pouvons sur notre patrimoine et sur nos lycées, nous rationalisons les travaux en fonction des usages et deux, nous essayons d'avoir une performance énergétique. Ce sont deux axes que nous avons identifiés. Ça se traduit par des audits à chaque fois, énergétiques préalables. Ça se traduit par la rénovation d'installations thermiques et par la rénovation des installations électriques. Nous développons également au sein de notre patrimoine régional, les lycées, des énergies renouvelables, en raccordant quelquefois au chauffage urbain, mais aussi en étudiant l'hypothèse pertinente ou pas de chaufferie biomasse. Et puis, les énergies renouvelables, c'est aussi le photovoltaïque que nous allons installer sur certains toits de nos lycées. Donc la région agit et nous agissons puisque le patrimoine régional est important en termes de lycée. Le deuxième exemple, c'est la démarche éco-lycée, qui est une démarche importante et qui touche nos jeunes. Monsieur Grappin, vous parliez de contrats d'objectifs et de moyens et vous avez raison. Et dans nos contrats d'objectifs et de moyens que nous signons avec l'ensemble des établissements, nous mettons la démarche éco-lycée. C'est une démarche qui invite l'ensemble des élèves et des membres de la communauté éducative à définir et à mettre en œuvre l'ensemble de bonnes pratiques individuelles et collectives pour une meilleure prise en compte du développement durable. Nous essayons de faire évoluer les mentalités de l'ensemble de la communauté éducative et des pratiques quotidiennes sur l'ensemble des élèves en matière de développement durable. D'abord pour adopter une consommation plus économe et plus responsable en eau et en énergie, pour préserver les espaces naturels au sein de nos lycées et favoriser la biodiversité, pour réduire et gérer autrement nos déchets, et j'y reviendrai tout à l'heure, et pour lutter contre les inégalités, comprendre et respecter les droits, agir pour les solidarités. Tout cela est inscrit dans la démarche éco-lycée. De plus en plus de lycées s'inscrivent dans cette démarche, nous les y incitons, et c'est une démarche qui vient en plus de la démarche E3D qui est portée par l'État, par le rectorat, et nous essayons de travailler avec le rectorat à une mise en commun logique de ces démarches-là. Et puis le troisième exemple, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire qui n'est pas neutre dans nos lycées. Nous servons quand même 13 millions de repas par an et nous souhaitons amplifier son accompagnement pour réduire le gaspillage alimentaire et engager l'ensemble des lycéens sur cette voie. D'ailleurs, c'est déjà réduire ce gaspillage et puis c'est installer, comme nous le faisons, des déshydrateurs
que nous installons dans un certain nombre de lycées pour permettre de réduire, mais également de valoriser les biodéchets dans nos établissements. Nous avons réalisé donc un inventaire auprès des communautés de communes également et des syndicats intercommunaux dont dépendent les lycées bourguignons pour connaître les modalités de tri également et les coûts des redevances qui sont payées par les établissements. Nous souhaitons donc faire un certain nombre d'économies en termes de taxes, d'ordures ménagères, et nous allons profiter de ces économies pour les réinvestir dans un autre de nos objectifs qui est les circuits courts et alimenter nos lycéens et les repas de nos lycéens à travers les circuits courts et ou bio. Donc vous voyez, c'est de la politique concrète et je vous remercie Madame la Présidente pour votre exigence puisqu'à chaque fois que nos décisions en exécutif, vous pointez le problème et la problématique de la transition énergétique. Donc en conclusion, je dirais que nous avons aussi d'autres, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais nous avons aussi un rôle particulier et très important en termes de formation. On l'a vu dans le petit film à travers les lycéens et l'éolienne qui était installée au lycée Eiffel et dans l'évolution de ces formations et notamment l'évolution de la carte des formations, anticiper ces métiers de demain, ces métiers autour des énergies renouvelables et faire en sorte de pouvoir doter les établissements de moyens efficaces de formation pour nos lycéens pour qu'ils rentrent de plein pied et qu'ils puissent s'approprier les énergies renouvelables et devenir des vrais acteurs de demain. Voilà, Madame la Présidente, vous dire que c'est des politiques concrètes de tous les jours, transversales, indispensables, soyez ambitieuses. Merci, Monsieur le Vice-président au lycée. Effectivement, si on n'intervient pas dans ce sens dans les lycées, on est à côté de notre responsabilité. Alors, Stéphane Wojnarowski et François Sauvadet. J'essaye de... Stéphane Wojnarowski. Merci Madame la Présidente. Au préambule de mon propos, je voudrais revenir 2 minutes sur l'intervention de notre collègue Monsieur Lombard, sans faire le débat pour ou contre le nucléaire. Chacun sait la part qu'il occupe aujourd'hui en France dans la production d'électricité et la nécessité de sortir progressivement de cette énergie, puisqu'il rappelait simplement des questions ou des problèmes de gestion de centrales et ou de phénomènes climatiques extrêmes comme le tsunami au Japon. Je voudrais quand même rappeler aussi problématique importante quand on parle d'énergie nucléaire, c'est la gestion des déchets radioactifs qui sortent des cœurs nucléaires. On est quand même sur des atomes qui vont rester radioactifs pendant des milliers d'années, qu'il faut bien traiter, dont il faut bien se débarrasser, et donc curieusement, personne ne veut près de chez soi lorsqu'ils sortent des centrales radioactives. Donc, ça fait partie du dossier, il faut quand même le rappeler. Mais ce n'était pas le sens de mon intervention. Vous avez rappelé tout à l'heure, Madame la Présidente, dans votre introduction, à juste titre, que parler de transition énergétique, c'était aussi parler de transition écologique et donc de biodiversité. Et ce faisant, on parle d'écologie raisonnable. Transition énergétique, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, changement climatique, biodiversité, c'est un tout indissociable. Et le climat, appréhendé de manière globale, agit sur les milieux, agit sur les écosystèmes et bien sûr, agit sur la biodiversité. L'Observatoire national de la biodiversité, qui chaque année rend un bilan annuel sur l'état de la biodiversité en France, vient de le faire, pas plus tard qu'au début du mois de juin 2017, et note 2 ou 3 faits marquants que je souhaiterais partager avec vous. La date des vendanges, c'est de la biodiversité, et en Bourgogne-Franche-Comté, ça doit causer quand même un peu, a avancé de 18 jours en 40 ans. La période de gel régresse de 2,5 jours par décennie. Alors on pourrait s'en réjouir, mais c'est aussi inquiétant car le gel a une influence très importante sur les espèces, sur la destruction de certains ravageurs, mais aussi sur le cycle de fonctionnement de certains végétaux, particulièrement importants en Bourgogne-Franche-Comté, comme les petits fruits, comme les cassissiers. Les glaciers métropolitains, vous le rappeliez tout à l'heure, Madame la Présidente, ont perdu 19 mètres d'eau entre 2001 et 2013, avec tous les impacts que cela peut avoir sur le fonctionnement des écosystèmes montagnards. Alors je vous l'accorde, il y a peu de glaciers en Bourgogne-Franche-Comté, mais il y en a tout près, en Auvergne-Rhône-Alpes, et il faut penser global, ça a été dit tout à l'heure, national, voire international, et il me semble que les gaz à effet de serre ne connaissent pas des frontières, que ce soit les frontières de l'Aix-Franche-Comté ou d'autres régions. Le changement climatique qui est induit par nos activités, et en particulier nos politiques industrielles et énergétiques depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, puisque ça a commencé au moment de la révolution industrielle, impacte donc directement les êtres vivants dont nous dépendons pour vivre et les êtres vivants dont dépendent largement
nos activités. Et je pense en particulier à l'agriculture, car les espèces élevées et cultivées font partie de la biodiversité. Et dans une région agricole, ça a été rappelé plusieurs fois lors du débat, comme la Bourgogne-Franche-Comté, avec une telle diversité et une telle qualité de production, c'est une question qui doit nous préoccuper. C'est aussi valable pour la sylviculture, pour les activités forestières. Une vraie question, qu'en sera-t-il des hêtraies de Bourgogne-Franche-Comté dans 150 ans si la température, si l'augmentation annoncée de la température se réalise réellement? Et au-delà de la biodiversité domestique, celle qui est cultivée, celle que nous utilisons, il y a aussi la biodiversité sauvage qui est impactée, et toute cette biodiversité, c'est elle qui a façonné et qui façonne les paysages de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est elle qui fait les charmes et les attraits de notre région, et si je veux faire un parallèle avec un des débats qui nous a occupés hier, c'est le blason vivant, ce sont les armoiries vertes et bleues de notre région. Le changement climatique est une réalité. À part le président des USA, plus personne ne le nie, ces manifestations se font de plus en plus sentir et prégnantes ces dernières décennies. Les paramètres climatiques comme la température, la pluviométrie, le taux de CO2 influencent fortement le rythme de vie des espèces, leur aire de répartition géographique, et il est particulièrement important de suivre ces paramètres car il faut s'attendre à des changements du point de vue de la biodiversité, que ce soit au niveau des gènes, au niveau des espèces ou des écosystèmes, et donc à des conséquences sur nos activités. Mais, et j'en terminerai par là, la biodiversité sont aussi des solutions pour lutter contre le changement climatique. Les ressources génétiques qui nous permettent d'adapter les espèces cultivées et élevées, c'est de la biodiversité. Encore faut-il que ces ressources génétiques soient présentes quand on en aura besoin. La forêt, les prairies, tous les végétaux qui captent le CO2, qui fabriquent du dioxygène, c'est de la biodiversité. Encore faut-il que les différentes espèces soient présentes dans ces forêts. Les tourbières, qui stockent et captent du CO2, c'est aussi de la biodiversité. Encore faut-il qu'elle soit fonctionnelle. Cette biodiversité, ces êtres vivants, les relations qu'ils établissent entre eux, les milieux qu'ils occupent, tout cela doit rester en bon état. Vouloir la transition écologique, la transition énergétique, c'est aussi vouloir la protection et la valorisation de la biodiversité. C'est ce que portent de très nombreux acteurs en Bourgogne-Franche-Comté et c'est ce que nous portons dans notre stratégie de mandat. Alors, le changement climatique ne chassera pas l'ours blanc du square d'Arcy, François Pompon l'a voulu immobile. En revanche, si nous n'y prenons garde, le changement climatique chassera peut-être de Bourgogne-Franche-Comté le cassis, le pinot noir ou les hêtres ou bien d'autres espèces. Par conséquent, réussir la transition énergétique, c'est réussir la transition écologique et c'est aussi réussir la biodiversité de demain en Bourgogne-Franche-Comté. Merci Madame la Présidente.